Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Transfert de résidence fiscale de la France vers Andorre. Donc nous avons avec nous aujourd'hui Christophe Canler, qui est français d'origine, domicilié à Andorre depuis de nombreuses années. Il est administrateur indépendant et professeur à l'université. Nous avons aussi Bonjour avec Robin. nous, bonjour Christophe, nous avons aussi avec nous Marcos Sutil, qui est catalan d'origine, domicilié aussi à Andorre et avocat fiscaliste et cofondateur d'Elysium Consulting. Euh, Bonjour Marcos. Bonjour. Donc je vous rappelle le concept de ce webinaire. Alors, nous ne prendrons pas de questions en direct. Si vous avez des questions, adressez-nous un email et nous y répondrons volontiers. Vous recevrez l'enregistrement de ce webinaire d'ici quelques jours. Alors, nous allons traiter, comme habituellement, les webinaires d'Avacor, un cas. Donc, c'est le cas d'un couple de nationaux français qui s'est installé à Andorre, qui est déjà installé à Andorre ou qui est sur le point de le faire, qui a deux enfants, un qui les suit à Andorre, un qui reste en France. En termes de situation patrimoniale, ils ont des actifs immobiliers en France et à Andorre, des actifs bancaires en France et à Andorre. Donc, on va commencer par planter le décor, puisque, en fait, j'ai pu constater en préparant ce webinaire que Andorre, qui est un micro-État situé entre la France et l'Espagne, est très largement méconnu. Et pour planter ce décor, donc, nous allons commencer avec toi, Christophe, avec cette présentation générale. Alors, est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous dire un petit mot de l'histoire d'Andorre? Alors, l'histoire d'Andorre est assez intéressante. C'est probablement l'un des pays les plus anciens d'Europe. Euh, Selon la tradition, il fut créé, entre guillemets, par Charlemagne. Le système aussi de gouvernance est assez original. Donc, c'est devenu une coprincipauté, donc avec deux personnes qui donc, gouvernent le pays. Et un autre fait aussi assez remarquable, c'est qu'en 1419, avec la création donc, du Conseil de la Terre, on est arrivé à définir donc, cette gouvernance du pays. Et ce Conseil de la Terre est même considéré comme l'un des plus anciens parlements d'Europe. C'est un pays aussi qui est très en paix avec ses voisins, donc 11 siècles sans guerre, et fait assez remarquable à partir des années 50 avec une croissance économique très importante. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous donner quelques données géographiques, hein, combien d'habitants, quelle est la langue qu'on y parle, comment on y accède? Alors, la population actuelle est de 85 000 habitants. Euh, Fait aussi remarquable, dans les années 50, la population d'Andorre était autour de 5 000 habitants, donc une croissance très forte. Andorre reçoit aussi 8 millions de tourisme. Le catalan est la langue officielle. C'est probablement c'est le seul pays qui a le catalan comme langue officielle. Mais l'espagnol et le français sont aussi très largement parlés. C'est aussi un micro-État, comme tu l'as mentionné, de 468 km², mais le plus grand de tous des micro-États qui existent en Europe. Et il se situe entre Toulouse et Barcelone via une route, donc 190 et 184 km. Pas Alors, d'aéroport. est-ce que on peut passer, tu peux nous dire ce qui est devenu Andorre aujourd'hui? Parce que pour beaucoup de personnes encore aujourd'hui, les gens pensent que bah, Andorre, c'est l'Andorre d'il y a 20 ans, c'est le pays où on va acheter des cigarettes, mais Andorre a beaucoup changé, c'est plus ça, Andorre aujourd'hui. Qu'est devenu Andorre? Alors, ces 15 dernières années, donc, il y a eu une révolution au niveau donc, de la stratégie de développement donc, du pays. D'un point de vue PIB et croissance, Andorre est largement au-dessus de la moyenne européenne. C'est un pays aussi très cosmopolite, très dynamique. Il y a plus de 100 nationalités, donc très business friendly. Aussi, un élément très important, c'est que 67% de la population n'est pas de nationalité andorrane. Donc, ce qui fait beaucoup de diversité de dynamisme. Et c'est aussi un pays qui privilégie beaucoup son territoire
et donc la nature, avec notamment 10% du territoire qui est classifié comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, en termes d'organisation politique, alors tu l'as déjà dit, donc il n'y a pas à proprement parler un prince à Andorre comme il y a à Monaco. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de comment ce pays est organisé d'un point de vue politique? Alors, d'un point de vue formel, le président de la République et l'évêque de la Ciudad donc ce sont entre guillemets, les coprinces. Donc, ils signent les textes de loi, mais dans les faits, euh, il y a donc un premier ministre qui est élu et puis un conseil général qui ressemble un peu à une assemblée. Fait aussi important, c'est que Andorre est membre des Nations Unies depuis 1993, date où a été mis en place la Constitution du Conseil de l'Europe aussi, mais pas de l'Union européenne. C'est un pays associé, et ça, c'est aussi très, très important. Et d'un point de vue administratif, donc il y a 7 régions que l'on qualifie de paroisses. Alors, en termes de monnaie, Alors, l'euro a été adopté quand l'Europe donc a créé cette devise. Auparavant, il y avait donc le franc français et la pesetas. Et donc depuis 2002, l'euro est la monnaie officielle. Et il existe, et c'est aussi en négociation, donc un accord d'association avec l'Union européenne où le pays est en train de négocier pour continuer à garder certaines de ses spécificités, notamment au niveau donc des population, au niveau donc euh, des impôts, etc., etc. alors en termes de qualité de vie, c'est un peu ce qui ressort hein, des discussions que j'ai pu avoir avec différents interlocuteurs. Le leitmotiv, c'est un peu de dire, bah voilà, il y a une grande qualité de vie à Andorre, il y fait bon vivre. Est-ce que c'est vrai? Alors effectivement, c'est très vrai. Bon, on commence normalement traditionnellement avec l'indice de criminalité, donc c'est l'un des plus bas au monde. C'est assez courant de trouver ou de voir des motos avec des casques et sans cadenas. Les gens normalement ne sont pas habitués aussi à fermer les voitures. Donc je confirme, l'indice de criminalité est vraiment très très bas. Le taux de chômage est aussi très très bas, autour de 2%. D'un point de vue déficit budgétaire et autres, c'est aussi l'un des plus bas d'Europe. Donc, c'est un pays où il fait relativement bon vivre, avec certaines autres particularités. Par exemple, l'électricité est très peu chère, l'eau est gratuite et l'ensoleillement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, est, est très très grand, donc avec près de 2000 heures par an. Bon, c'est un territoire qui est montagneux, donc l'hiver c'est assez frais, mais le soleil y apparaît vraiment très très souvent. Et puis après, bon, d'espaces verts et puis beaucoup de belles balades à faire. Alors, en termes de prix de l'immobilier, est-ce que c'est un territoire qui est encore accessible? Alors, c'est un territoire qui, ces 5 dernières années, a vu le prix donc, de l'immobilier augmenter d'une manière assez importante. Euh, Depuis quelques mois, il existe même un moratoire pour euh, empêcher des investisseurs étrangers donc, d'acheter donc, des logements à Andorre à cause donc, de cette surchauffe des prix. Au niveau des prix, on serait autour maintenant au mètre carré de ce qui est courant donc, à Barcelone, Toulouse, ou dans des grandes villes ou dans des grandes capitales de province, donc autour de 5 000 € par mètre carré. Et donc, une surchauffe et des mesures qui font que l'immobilier est probablement l'un des problèmes les plus importants actuellement pour le gouvernement. Alors, pour terminer, alors pour les plus âgés qui pourraient s'interroger sur la qualité du système de santé et pour ceux qui viendraient avec des enfants, qu'en est-il donc de de la santé et de l'éducation? Eh bien, bonne nouvelle, ces 2 aspects sont très, très pris en compte par donc, le gouvernement d'Andorre.
D'un point de vue santé, il existe un système de sécurité sociale depuis 1968, donc il ressemble un peu au système français, donc avec un hôpital général, des cliniques très modernes, et aussi des conventions entre la France, l'Espagne et Andorre, c'est-à-dire en cas de pépins, de gros pépins, l'hélicoptère peut emmener le patient directement sur un grand hôpital à Barcelone ou Toulouse. Et d'un point de vue enseignement, euh, la même chose. Le gouvernement, depuis de très très nombreuses années, privilégie l'éducation. Donc tous les modèles d'éducation sont gratuits, donc subventionnés par l'État. Et il existe trois modèles, donc le modèle andorran, le modèle espagnol et le modèle français, avec notamment un très gros lycée français qui réunit plus de 3000 élèves. Et puis après, quelques écoles aussi internationales ou anglaises. Et aussi quelques universités. Merci Christophe pour cette présentation générale. Maintenant qu'on a planté le décor, on va passer à une partie plus technique et on va commencer par le droit de l'immigration avec Marcos. Est-ce que des ressortissants français qui voudraient vivre et travailler à Andorre, est-ce qu'ils peuvent le faire librement? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que l'Andorre ne fait pas partie ni de l'espace Schengen ni de l'Union européenne, comme Christophe l'a évoqué il y a quelques minutes. Et donc, pour s'installer en Andorre, il nous faudra donc un permis de séjour. Donc on va passer en revue rapidement ces différents permis de séjour. Alors, Mhm. on va mettre en avant les principales conditions de chaque pour essayer de ne pas faire trop catalogue. Alors, on va commencer par le premier permis, qui est le permis de résidence pour un employé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Exactement, on va commencer, on va revoir vite fait les conditions d'obtention de chaque permis de séjour. On va commencer par ce qu'on appelle les permis de séjour actifs, d'accord, qui nous permettent d'exercer une activité économique sur le pays. On va commencer par le classique, un employé. Comment est-ce que j'ai fait en tant que société andorrane pour ramener un employé en Andorre? Et donc, on a plusieurs conditions. Il faut d'abord que la personne soit employée par une société ou un entrepreneur en indépendant domicilié en Andorre. Et il faut que cet étranger soit employé à plein temps et rémunéré selon les différents barèmes de l'immigration. On va passer au suivant, alors maintenant, qui est le permis de résidence pour un indépendant. Qu'en est-il? Exactement. Par rapport aux indépendants hors profession libérale on va revoir plus tard, il y a plusieurs conditions d'obtention. C'est pour les personnes qui souhaitent exercer une activité économique pour son compte. Il faut d'abord détenir plus de 34% des parts sociales d'une société andorrane, soit une société nouvellement créée, soit une société déjà existante. Il faut après résider au moins plus de la moitié de l'année sur le pays, disposer bien sûr d'un logement en Andorre, cotiser auprès de la sécurité sociale que Christophe a évoqué tout à l'heure, et finalement déposer 50 000 euros à titre de caution auprès de l'AFA. L'AFA, c'est l'autorité financière andorrane, et cette caution pourra être remboursée, évidemment, si on décide de quitter le pays. Alors maintenant, un autre permis de résidence qui est aussi pour des indépendants, mais pour les professions libérales, donc des professions réglementées. C'est correct. Pour les professions libérales, ça marche un peu différent. C'est en gros la même chose que pour les indépendants classiques, mais il faut avoir un titre universitaire qui démontre qu'on fait partie d'une profession libérale reconnue en Andorre. Il faut résider la totalité de l'année en Andorre, mais il ne faut pas, ce n'est pas nécessaire, on va dire comme ça, de créer une société andorrane. C'est très important de remarquer qu'on a besoin d'avoir un niveau minimum de langue catalane. D'accord? Ça dépend le niveau dépend directement du type de profession. Par exemple, un avocat, on va nous demander un niveau C1, mais pour un architecte, par exemple, un niveau B2, ça suffirait. Et l'on va conclure sur le dernier permis de résidence qui intéressera probablement beaucoup de Français qui aimeraient s'intéresser à Andorre, qui est le permis de résidence sans activité lucrative. Exactement. On vient de voir les permis de séjour actifs qui permettent d'exercer une activité économique sur le territoire, pardon. Et on va réviser là le permis de résidence sans activité lucrative ou le permis de résidence passif. D'accord? Ce permis de séjour, c'est une sorte de golden visa, si vous voulez, qui vous permet de résider à l'Andorre, mais qui ne vous permet pas d'exercer une activité économique depuis le territoire andorran. Et donc, les conditions d'obtention sont notamment économiques. Bien sûr, vous ne cotisez pas
à la sécurité sociale andorrane. Donc, il vous faut souscrire une assurance médicale qui vous couvre les dépenses médicales en principauté d'Andorre. Il faut résider un minimum de 90 jours chaque année sur le pays. Il faut démontrer que vous avez au moins 3 fois le salaire interprofessionnel minimum en Andorre, d'accord, en termes annuels, et finalement effectuer un dépôt à la fin de 47 500 euros. Et si tu peux passer, voilà. Et la condition la plus importante, c'est un dépôt, un investissement si vous préférez, à hauteur de 600 000 euros dans ce que la loi dit, appelle des actifs andorrans, soit des biens immobiliers, soit des produits financiers proposés par les banques andorranes, soit dans des parts sociales de sociétés domiciliées en Andorre, ou soit un dépôt non rémunéré de l'autorité financière qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, on en a fini avec la partie le droit de l'immigration. On va passer maintenant à la partie fiscale. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les critères pour être domicilié fiscalement à Andorre? Bien sûr, quand on parle des personnes physiques, bien sûr, les critères sont très similaires à ceux de France. Il faut d'abord, bon, c'est des critères qui sont, on va dire, cumulatifs, d'accord? Il faut d'abord, pardon, séjourner sur le territoire andorran plus de la moitié de l'année, d'accord? Plus de 183 jours. Et ensuite, avoir le centre d'intérêt économique sur le territoire andorran. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon le droit andorran, on a le centre d'intérêt économique dans ce pays si nos revenus personnels, plus de la moitié, sont de source andorrane. D'accord? Et on a aussi un troisième critère, mais il ne sert que de présomption, c'est qu'on a notre foyer fiscal en Andorre si notre conjoint et nos enfants mineurs y habitent. Donc, on a dit précédemment avec Christophe que Andorre avait beaucoup changé, était un paradis fiscal. Et demeure certes attractif, on va le voir juste ci-après, mais c'est un pays qui s'est ouvert vers les autres pays. Donc, est-ce que c'est un pays qui a des conventions fiscales internationales? Tout à fait, et certaines très, très intéressantes. On a actuellement en vigueur 13 conventions fiscales avec plusieurs pays. Il faut remarquer notamment la France, l'Espagne, le Luxembourg, le Portugal, aussi les Émirats arabes unis. Et on a actuellement aussi des conventions qui sont en train de se négocier. Il faut remarquer avec la Belgique et avec les Pays-Bas. Alors, on va passer maintenant très rapidement sur le domicile fiscal en droit français. Beaucoup d'entre vous connaissent ces critères, hein. Ils sont assez similaires avec ceux d'Andorre. Ces critères, ils sont alternatifs, hein. Il suffit de répondre à un seul de ces critères. En cas de conflit de domicile, bah, il y a une convention fiscale en matière d'impôt sur le revenu qui permet de régler les conflits de résidence. Ce qu'il faut noter, c'est que cette convention fiscale, elle ne couvre pas les donations et les successions. Donc, ça veut dire que chacun des deux pays appliquera ces critères sans limitation. Donc, je reviendrai plus longuement sur la partie successorale sur ces critères. Euh, Bon, je vous passe très rapidement sur les critères d'élimination des conflits de résidence de la Convention. Ils sont conformes au CDE, au modèle OCDE, donc on ne va pas s'y étendre plus. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un mot, nous présenter le système fiscal pour les personnes physiques? Et oui, bien sûr. Et là, on rentre sur on va dire la partie la plus intéressante, à mon avis, de l'Andorre. On a un système de taxation, on va dire une taxation modérée ou faible, si vous voulez. Par rapport aux impôts directs des personnes physiques, on y trouve l'impôt sur le revenu et on y est taxable sur une base mondiale, tout comme en France. L'impôt sur le revenu, là, on parle d'un taux nominal effectif, pardon, un taux nominal de 10%, un taux fixe. Mais on bénéficie d'une exonération de jusqu'à 24 000 euros l'année pour les revenus professionnels d'activité salariée ou indépendante. Et on a une petite tranche entre 24 000 et 40 000 euros qui bénéficie d'un taux effectif de 5%. D'accord? Au-delà de 40 000, tout ça, c'est taxé à hauteur de 10%. Quand on parle de revenus de capitaux mobiliers, ils sont taxables directement au taux fixe de 10%, mais on a un abattement de 3 000 euros. C'est tout. Par rapport aux plus-values immobilières, là, comme Christophe a dit que le marché est actuellement un peu surchauffé, euh, on a mis un impôt dégressif, d'accord? On a mis en place un impôt dégressif avec un taux maximum de 15% et une exonération complète après 10 ans de possession, de propriété de l'immeuble.
Un autre point très important à énoncer, c'est que la TVA, en tant qu'on ne fait pas partie de l'Union européenne et on n'est donc pas assujetti aux directives européennes par rapport à la TVA, on a une TVA d'uniquement 4,5%. C'est le taux général. Alors, en termes de fiscalité des sociétés, En termes de société, c'est encore plus simple, Aubin. Par rapport aux sociétés, on a un taux fixe pour les sociétés à hauteur de 10%, mais on a aussi des régimes spéciaux, si tu veux, notamment le régime mère-fille, qui s'applique, on va dire, presque de la même manière qu'en France. Ça s'applique uniquement pour les sociétés qu'on appelle les holdings purs, qui ne servent qu'à détenir des parts sociales des sociétés soit nationales, andorranes ou étrangères. Et là, on parle d'une exonération totale des dividendes perçus. D'accord? On a su une exonération des plus-values de cession des titres de participation si cette holding les a détenus au moins 12 mois avant la transmission de ses parts. Et finalement, on a aussi un régime très connu ici en Andorre, que c'est le régime d'exploitation d'actifs incorporels ou patent box. Et là, on parle de réduire ce taux nominal de 10% à un taux effectif de 2% uniquement. donc à ce stade, donc merci Marcos. Moi, je vais dire un mot très rapide sur l'exit tax. Donc l'exit tax, comme son nom l'indique, hein, c'est taxe à la sortie. Quand vous devenez non résident de France, vous devez payer un impôt de plus-value sur les plus-values en report et sur les plus-values latentes. Alors, si vous êtes dans le champ d'application, pour les plus-values latentes, vous êtes dans le champ d'application de ce texte. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les considérations techniques, mais si vous détenez le contrôle d'une société ou si la somme globale de tous vos titres excède 800 000 euros. Alors, la difficulté avec l'exit tax, c'est que si vous cédez une entreprise, bah, vous touchez un prix qui vous permet de faire face à l'impôt de plus-value. L'exit tax, bah, comme son nom l'indique, c'est sur des plus-values latentes. Il n'y a donc pas de flux pour faire face à l'impôt. Donc, il y a un mécanisme de sursis de paiement qui a été mis en place, qui est un mécanisme, bah, on constate, vous êtes dans le champ d'application, on constate l'impôt, mais on ne vous demande pas nécessairement de payer tout de suite. Il y a beaucoup de pays où ce sursis est automatique. Malheureusement, en ce qui concerne Andorre, il n'est pas automatique, c'est un sursis de paiement sur demande, donc il faut faire une demande à l'administration fiscale au moins 90 jours avant le départ et faire des propositions de garantie pour garantir le paiement de l'impôt. Donc maintenant, on va passer en revue plusieurs catégories de revenus. On va commencer par les pensions de retraite de source française. Donc les pensions les pensions de retraite de source française, elles ne sont en principe taxables qu'à Andorre. On ne t'entend plus, Marcos. Tu es sur mute. Pardon. Oui, comme on a évoqué tout à l'heure, elles y subiront une taxation maximum de 10%, c'est le taux maximum. Donc, en ce qui concerne les pensions dites publiques, c'est-à-dire versées en contrepartie d'une activité exercée dans la fonction publique, elles ne seront taxables, elles, qu'en France. Elles y subiront une retenue à source avec un barème qui dépend du montant de la pension. Donc, maintenant, on passe aux dividendes de source française. Donc, les dividendes de source française, ils vont subir une retenue à la source en France de 12,8%. Exactement, une fois que vous allez déclarer ces revenus par rapport à l'IR en Andorre, il n'y aura pas de double taxation. Pourquoi? Parce qu'on a payé plus de 10% à l'étranger, dans ce cas la France, et donc on va déduire cet impôt déjà satisfait là-bas. Donc, en ce qui concerne les revenus locatifs de source française, bah, bien immobilier situé en France, bah, ces revenus resteront bien évidemment taxables en France. Ils y subiront le barème progressif avec une particularité pour les non-résidents qui est le taux minimum de 20 ou 30% selon les montants, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Exactement. Et par rapport à l'Andorre, c'est la même chose qu'avant. En tant qu'on a déjà subi une imposition plus grande que 10%, que c'est le taux maximum, il n'y aura pas de double imposition ici. Donc, en ce qui concerne les taxations des plus-values mobilières de source française, alors, elles ne sont taxables en principe qu'à Andorre, alors sous réserve que vous soyez dans le champ d'application de l'exit tax, mais en dehors de ça, elles ne sont en principe taxables qu'à Andorre. Exactement, par rapport en Andorre, d'accord, les personnes qui vont déclarer une plus-value sur la transmission d'actions ou de valeurs mobiliers, si on possède moins de 25% du capital social total de cette société, dont on transmet la participation, la part ou l'action, on parle d'une exonération complète, ce qui est très intéressant, notamment pour les personnes consacrées au trading et similaires. Donc là, en revanche, la Convention permet à la France de taxer les plus-values de cession de participation substantielle. On parle de détention de plus de 25% du capital.
Et dans ces cas-là, elles subissent en France une fiscalité de 12,8%. À Andorre, un petit mot d'Andorre? Exactement. En Andorre, c'est toujours la même chose. Si on a payé plus de 10% en France, dans ce cas, il n'y aura pas de double taxation. Il suffit Donc, juste de le déclarer. ton discours, il est facile, en fait. Tu vas dire Eh, la même chose sur chaque slide. exactement, exactement. C'est un système très simple, hein, celui d'Andorre. Maintenant, on va passer à l'impôt sur la fortune. Donc, la convention fiscale entre la France et Andorre ne couvre pas cet impôt. Rappelons qu'un non-résident est taxable alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, IFI, impôt sur la fortune immobilière. Donc, un non-résident est taxable à l'IFI sur les biens immobiliers situés en France qu'il détient directement ou indirectement au travers de sociétés, et sous réserve, bien entendu, qu'il excède le seuil de taxation. Et par rapport à l'Andorre, c'est très facile au banc. Comme tu l'as dit, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Là, je voudrais dire un mot très rapide sur une clause de la Convention qui est assez troublante, parce qu'à première lecture, on pourrait penser, on pourrait comprendre de cette clause que un national français n'est pas couvert par la Convention. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça a été lu par les praticiens au moment de la publication de la Convention. Au moment de la ratification, en fait, cette clause, elle a été introduite, elle a été mise dans la Convention à un moment où la France avait pour projet d'intégrer une taxation sur la base de la nationalité, comme le font les Américains. Au moment où la Convention a été ratifiée, la France a confirmé, donc quelques années après, la France a confirmé que, un, la taxation sur la nationalité n'était plus d'actualité, et deux, que cette clause n'avait vocation à s'appliquer que si un jour il y avait une fiscalité sur la base de la nationalité. Donc, elle fait, je dirais à ce stade, elle fait inutilement peur. Donc là, on a terminé, donc on a planté le décor avec Christophe, on a parlé de droit de l'immigration, on a parlé de fiscalité. On va passer maintenant à la partie successorale. Et on va commencer par les aspects civils, hein. Je rappelle que bah, quand on liquide une succession, il faut commencer par se poser la question de bah, quelle est la loi applicable à cette succession. Ça va permettre de déterminer qui hérite de quoi. Et quand on sait qui hérite de quoi, on va déterminer où c'est fiscalisé et selon quelle modalité. Donc, on va Mhm. commencer par la partie civile. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelle est en droit international privé andorran la loi qui va s'appliquer dans le cadre d'une situation internationale? Tout à fait, ici, en Andorre, on applique directement la loi nationale du défunt. Côté français, bah, vous avez un règlement communautaire hein, qui est entré en vigueur en août 2015, qui prévoit par principe que c'est la loi de la dernière résidence habituelle du défunt qui s'applique. Donc, par hypothèse, dans notre cas, Andorre, sous réserve qu'Andorre accepte sa compétence. Et si dans le cas qu'on traite, il s'agit de ressortissants français, donc il va y avoir un renvoi à la loi française. Donc, en image, ça donne quoi? Bah, c'est assez simple. C'est une seule et même loi qui va s'appliquer à l'ensemble des biens, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, situés en France ou à Andorre. C'est la loi successorale française qui va dire qui hérite de quoi, quelle est la réserve héréditaire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire en pratique que tout ce qui a déjà été mis en place bah, sera de facto toujours valide. Donc je pense à des donations entre époux, à des testaments, à des donations partage. Donc à ce stade, j'ai déjà un peu commencé à l'expliquer, il ne faut pas confondre le droit fiscal et le droit civil. C'est pas parce que sur le plan civil, c'est la loi française qui va s'appliquer qu'il va nécessairement y avoir une fiscalité successorale en France. Malheureusement, on va le voir juste après, il y a beaucoup de cas où il y en aura une. Marcos? Et voilà, par rapport à l'Andorre, c'est toujours très simple. Par rapport aux conventions fiscales entre la France et l'Andorre, ici, en matière de succession, de donation, il n'y en a pas. Chaque pays est donc libre d'appliquer son droit interne. Et comme d'habitude, ici à l'Andorre, il n'y a pas de droit ni de donation ni de succession. D'accord, donc c'est maintenant moi qui vais qui vais monopoliser la parole, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, puisque C'est bah, ça. bien entendu, il y a les droits de donation et le droit de succession en France. Euh, on va commencer par revenir sur ces critères de domiciliation hein, qui sont très importants en l'absence de convention fiscale internationale parce que ça veut dire qu'ils s'appliquent sans limitation. Donc vous en avez quatre. Le premier, c'est le foyer. Si vous avez époux ou épouse, enfin conjoint et enfant mineur qui vivent en France, vous êtes domicilié fiscalement en France. Le lieu de séjour principal,
Alors là, il faut détromper un certain nombre de personnes. J'entends souvent dire, c'est bon, je passe pas plus de 183 jours en France. Ce n'est pas le critère. Le critère, c'est le lieu de séjour principal, ce qui veut dire que si vous passez 5 mois en France, 4 mois en Andorre, 3 mois en Espagne, vous êtes domicilié en France parce que c'est le pays où vous passez le plus de temps, alors même que vous y passez pas plus de 183 jours. Le troisième critère, il parle de lui-même. Si vous avez votre activité professionnelle principale en France, vous êtes domicilié fiscalement en France. Et puis, vous avez le dernier critère, qui est le centre des intérêts économiques. Alors, ce critère, il est piège, il est souvent méconnu des clients. Moi, j'ai l'habitude de dire, bah, c'est le bourgeois gentilhomme, on fait de la prose sans le savoir. Si la France est votre principale source de revenus, vous êtes domicilié fiscalement en France, alors peut-être même que vous n'y mettez jamais les pieds. Donc, on va faire un pot commun de tous vos revenus de source française, revenus locatifs, dividendes, plus-value. Mais dans ce pot commun, et là, les clients ont souvent tendance à l'oublier, il faut y mettre les pensions de retraite. Si la somme de tout ça, ça représente plus de 50% de vos revenus, vous êtes domicilié fiscalement en France. Et là, je le rappelle, je le répète, il suffit de répondre à un seul de ces critères et la convention fiscale ne vous protège pas. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien être domicilié, par résident à Andorre pour l'impôt sur le revenu au sens de la convention, mais domicilié en France pour les droits de donation et les droits de succession. Alors, qu'est-ce que ça implique? Alors, c'est très important parce que ça veut dire concrètement, pour une personne qui est domiciliée en France, qui est toujours domiciliée en France au sens de ces critères, l'intégralité des biens que cette personne possède, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, situés en France ou à Andorre, sera toujours taxable en France, quel que soit le lieu de résidence des héritiers. Si cette personne est domiciliée à Andorre, sous-entendu ne répond pas aux critères que je viens d'évoquer, mais qu'elle a un ou plusieurs héritiers qui est domicilié en France et qu'il a été plus de 6 ans au cours des 10 années qui précèdent, eh bien, l'intégralité de la part que cet héritier va recevoir, qu'il s'agit de biens mobiliers ou immobiliers situés en France ou en Andorre, sera taxable en France. La situation d'un héritier n'affecte pas celle de l'autre. Ça veut dire que s'il n'y en a qu'un seul qui répond aux critères, il n'y a que cet héritier qui sera taxable. Les règles que je viens d'expliquer, elles peuvent être copiées-collées aux donations, ce sont les mêmes règles. Dernier scénario, c'est le scénario où ni le défunt ou donateur, ni l'héritier ou donataire ne répondent à ces critères, ou si un des héritiers ou donataires répond à ces critères, mais a été domicilié en France depuis moins de 6 ans. Dans ce scénario, seuls les biens situés en France sont taxables en France. Donc, on parle de biens immobiliers, de parts de société civile, de parts de société française cotées ou non, de créances contre débiteurs domiciliés en France. En revanche, tout ce qui est en dehors de France, donc en ce compris bien entendu ce qui est en dehors, ne subira pas de taxation en France. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est un petit peu comme avec la Suisse ou le Portugal, hein, bah, c'est bien, il n'y a pas de droit de donation et de succession à Andorre, mais encore faut-il effectivement se demander ce que dit la France. Et si vous répondez à ces critères et qu'il y a une taxation en France qui va se passer, et bien là, il faut optimiser. Et alors là, on passe soit par des solutions franco-françaises, qui sont des donations en pleine propriété ou en nue propriété, la souscription de contrats d'assurance vie, je vais y revenir très rapidement juste après, où ça peut passer par le changement de résidence fiscale des enfants. Donc ça, en pratique, ça veut dire qu'il faut qu'ils quittent la France, qu'ils soient disciplinés, et il faut s'assurer que, bien qu'ayant quitté la France, ils ne répondent pas aux autres critères de domiciliation fiscale, de domiciliation fiscale en France, pardon. Alors, bien entendu, assez naturellement, on pourrait se dire, bah, il faut qu'ils aillent s'installer en Andorre, mais c'est peut-être pas possible ou ils en ont peut-être pas envie. Il faut qu'ils aillent dans un autre pays qui lui-même ne va pas taxer sur la base du domicile de l'héritier. Alors, un mot rapide des contrats d'assurance vie. Les contrats d'assurance vie, ils vont pas, quand le bénéficiaire est en France, ça ne va pas permettre d'échapper à une taxation en France. En revanche, ça va permettre de réduire la facture si les primes sont versées avant le 70e anniversaire du souscripteur. Donc ça, c'est une optimisation classique dans un contexte franco-français. Donc on en arrive déjà à la fin de notre webinaire et on va conclure, on va commencer par conclure par Marcos et puis ensuite avec Christophe. Tout à fait. Ben, on va réviser les 10 points d'attention, ceux qui on considère que sont les points les plus importants de ce qu'on vient d'évoquer. Alors, pour ce couple, comment évoquer tout d'abord, s'ils
souhaite s'installer en Andorre, on doit demander un permis de séjour dont les conditions vont dépendre évidemment de son statut et de ce qu'il souhaite réaliser en Andorre. D'accord? S'il y a une activité économique, il n'y en a pas. Comme on l'a évoqué aussi, Andorre n'est pas une destination qui permet de bénéficier d'un sursis de paiement automatique de l'électric tax français. Bien sûr, et comme on a évoqué aussi, la fiscalité andorrane est très attractive, notamment par rapport à l'impôt sur le revenu. Et par rapport au droit civil, par rapport aux successions, la loi française s'appliquera à la succession d'un Français domicilié en Andorre. Comme on va l'évoquer, attention à la notion de domicile fiscal en matière de donation et succession, hein, vu qu'il n'y a pas de convention dans cette matière entre les deux pays. La part reçue donc par des héritiers domiciliés en France sera aussi taxable en France au droit de donation et succession. La même chose pour les biens situés en France. Et il faut donc anticiper pour diminuer cette fiscalité de la transmission en France. Donc, merci Marcos, on en a fini avec toi. Maintenant, un petit mot de Christophe. Alors, d'un point de vue donc perspective et stratégie économique donc d'Andorre, donc premier point important, la croissance d'Andorre que j'ai évoqué, donc c'est fondé sur la banque, les finances, sur le tourisme et puis sur le ski. Le ski probablement aura une durée de vie avec le changement climatique de 25, 30, 40 ans. Et donc, Andorre a déjà anticipé ces faits-là et donc a changer ses orientations stratégiques et pour devenir donc un pays qui soit donc très attractif au niveau international, donc avec une ouverture économique que l'on a donc commenté. Le système bancaire continue à être donc très international. Euh, le fait de ne plus être considéré comme un paradis fiscal, donc contrairement à ce qui était prévu initialement, donc a permis à la Banque andorrane donc de continuer à croître et s'installer sur différents pays d'Europe et d'Amérique. Et je dirais que les prochains vecteurs de croissance donc d'Andorre se focalisent donc sur tout ce qui est donc santé, donc avec la venue de certains opérateurs et startups donc de ce secteur, donc santé et bien-être, les sports de montagne, qui est un gros classique, mais probablement avec l'inclusion donc, de sommets internationaux, de spectacles, le Cirque du Soleil, par exemple, tous les ans en été vient, et tout ce qui est e-sport, et puis aussi tout ce qui est technologie de pointe, avec notamment la création de tout un pan de régulation très attractif pour que des entreprises donc, technologiques ou liées à tout ce qui est blockchain, cybersécurité, etc., donc s'installent à Andorre et essayent donc de se battre sur Andorre. Fait aussi intéressant, c'est que Andorre est devenu aussi le lieu de résidence de beaucoup d'artistes et de sportifs professionnels. Vous avez probablement entendu donc, euh, dans la presse que plus de la moitié donc, euh, des gens qui participent, des coureurs cyclistes du Tour de France, donc, ont leur résidence à Andorre. Il y a pilotes de course, pilotes de moto, etc. Il y a aussi maintenant beaucoup de YouTubeurs, beaucoup d'influenceurs qui, donc, certains viennent de France ou d'Espagne, d'autres étaient déjà dans d'autres pays, type Dubaï ou autres, et sont attirés donc, par les conditions de vie que j'évoquais donc, à Andorre. Et aussi un phénomène aussi très très important, il existe maintenant la mise en place de tout un pan de régulation pour permettre la venue de ce qu'on appelle donc les nomades digitales, avec une résidence sur Andorre, créateurs de start-up, des scientifiques, avec notamment une bonne fiscalité pour tout ce qui est autour donc des copyrights ou des droits d'auteur, etc., etc. Donc c'est un pays qui évolue beaucoup vers cette direction et avec un gouvernement très business-friendly. Merci Christophe. Alors là, j'en profite pour faire la promotion de précédents webinaires d'Avacor, hein, sur la Suisse ou Monaco, le Portugal et maintenant s'y ajoute Andorre. Euh,
Avacor, qui s'appelait jusqu'à présent Family Office, a changé de nom récemment à Avacor Wealth Planning pour refléter mieux ses activités, qui est la planification patrimoniale et fiscale pour une clientèle privée internationale. Je le rappelle, Avacor ne fait pas de gestion, pas d'allocation d'actifs, pas de courtage. Donc, merci à tous de votre attention. Merci à Christophe et à Marcos d'avoir accepté de co-animer avec moi ce webinaire. Et puis, à bientôt et au revoir. Merci.